Alors, je vous présente Michel Cormier, journaliste de carrière, correspondant à l'étranger, ancien directeur général de l'information de la Société Radio-Canada. Il est représentant de la Journalism Trust Initiative au Canada de Reporters sans frontières. Il siège également au CA de l'organisme. Il a enseigné la déontologie du journalisme à l'Université de Montréal et agit comme expert de cours dans des causes liées au journalisme. Alors, Michel, bienvenue. Merci encore pour la deuxième année de nous présenter la synthèse du rapporteur sur le colloque, qui est la troisième édition du colloque. Michel Cormier. Merci, Michel. Oh, merci, merci d'être là, tout le monde. C'est toujours le dernier numéro des colloques est toujours le plus difficile. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis oui à Patrick à chaque année, mais ouais, me voilà. Et ça me ramène à mes vieux jours de journaliste où il fallait produire sous pression. Et c'est d'autant plus intimidant que je suis devant un parterre d'universitaires. Je ne suis pas spécialiste. Alors, j'espère que vous serez indulgent dans le résumé que je vais faire parce que j'espère avoir été fidèle au- à vos propos sans plus tarder. L'impression générale que j'ai eue en assistant à cette journée, c'est que la désinformation continue ses ravages, mais il se dessine quand même des moyens de rendre l'éducation aux médias plus cohérente, plus concrète et plus efficace. Et ça, je pense que c'est encourageant. Une urgence, c'est une exploration de nouveaux moyens qu'on constate non seulement ici au Québec, mais aussi ailleurs dans la francophonie, en France et aussi en Afrique. Pour tout ça, je pense que c'est très positif. Le premier panel a donné le ton, je pense, d'abord avec les résultats du sondage léger d'Éric Chalut. Et ça confirme la grande méfiance de la population envers les médias traditionnels, vers l'information en général. Alors, pour reprendre les chiffres, là, 49% des gens font confiance aux médias et 43% n'y font pas confiance. Cette tendance-là se maintient. Il n'y a pas grand changement. Mais 50% croient que les médias traditionnels manipulent l'information. Et ça, il faut s'en inquiéter un petit peu. Je crois que mon collègue ici m'a fait remarquer que il faut aussi définir qu'est-ce qu'est la manipulation. Parce que quand on est journaliste, on manipule l'information. On peut le faire de façon responsable ou non. C'est un autre débat. Mais enfin, je pense que le constat général du sondage, c'est que la plupart des gens même se méfient des journalistes quand ils présentent l'information. Et puis, le chiffre stupéfiant, selon le nombre de personnes qui croient en les théories de la conspiration est stable ou en augmentation. Et 5%, 55%, c'est une nouvelle réalité, croient que l'intelligence artificielle crée plus de désinformation. Donc, voilà un autre champ de recherche pour vos universitaires, étudiants en herbe qui font des maîtrises ou des doctorats. Alors, les premiers panélistes ont vraiment bien mis la table. Alors, d'une part, Laurence Grondin-Robillard de l'UQAM nous a expliqué pourquoi que l'information fiable à pas la première panéliste. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre parce que j'ai fait un découpage thématique plus que chronologique. Vous me pardonnerez si. Alors, elle nous a expliqué pourquoi l'information fiable a tellement de difficultés à percer, justement, sur les plateformes comme TikTok, une importante source d'information pour les jeunes. Pour moi, ça a été une révélation, cette étude. Sa remarquable recherche nous a permis d'apprendre que très peu de contenu provenant de sites de médias d'information se trouve sur TikTok. Les algorithmes, en fait, repoussent le contenu et risquent de nuire à l'humeur des jeunes. C'est quand même inouï. D'où sa question, est-ce que TikTok en fait assez pour combattre la désinformation? Et malgré un guide récent publié par la plateforme qui invite les utilisateurs à signaler de la fausse information, ça ne semble pas donner beaucoup de résultats. Quant à la nouvelle obligation d'identifier toute information créée par de l'intelligence artificielle mise sur TikTok, elle nous a démontré à quel point c'était facile de jouer en créant ces sites avec ces comptes avec ses étudiants. La recherche vraiment empirique qui est très révélatrice. Je vous salue. Alors, c'est à se demander si toutes ces initiatives
de fact-checking et d'éducation aux médias sont efficaces. Est-ce qu'on perd notre temps? Sur ce, Normand Landry et Luc, qui doit ses cheveux gris à l'évaluation critique et exhaustive des programmes scolaires en éducation, propose de revoir fondamentalement ces programmes. Ils sont, à son avis, trop théoriques et doivent se rapprocher davantage de l'expérience des élèves. Ça veut dire revoir les manuels, la formation des enseignants, la conception même de ce qui se dessine dans les ministères. Et ça veut dire aussi mettre fin à la transversalité. Vous lui demanderez ce qu'il veut dire, parce que je n'ai pas noté. Que l'éducation aux médias doit être formellement évaluée et que le programme québécois est trop compliqué, même fondamental comme critique. Et il faut, selon lui, revenir à des concepts clés d'une éducation critique, ce qui guidera l'élaboration des outils pédagogiques. Comment? Et voici la proposition provocatrice, faire davantage comme en Ontario. Colette Brun, elle, de l'Université Laval, nous a donné un aperçu de comment consulter et intégrer davantage les enseignants dans cette évaluation de l'éducation aux médias que réclame Normand Landry. Ses recherches avec d'autres collègues consultent les journalistes et les éducateurs sur la pratique et l'efficacité de l'éducation aux médias. Et une des conclusions, c'est que la question de la désinformation doit prendre une plus grande place dans la formation des élèves. Mais il faut également se poser de nouvelles questions, notamment, et ça c'est intéressant, de comment distinguer, par exemple, la différence entre les journalistes et les influenceurs comme cadre de référence pour les jeunes. Ça, je pense que c'est un élargissement du champ d'études qui est fort important parce qu'on a des difficultés. C'est une des grandes difficultés, cette distinction entre les journalistes, les chroniqueurs, les influenceurs. On n'a pas tout à fait réussi, enfin, du monde des médias, à traiter de cette question-là. C'est important que les recherches se poursuivent là-dessus. Elle nous laisse quand même avec un espoir. Ce sont des résultats de sa recherche qui montrent que l'éducation aux médias a des effets bénéfiques pour contrer les croyances erronées. Et je me souviens l'année dernière, au colloque, n'est-ce pas, Patrick, on s'était dit, il faudrait peut-être plus de recherche sur qu'est-ce que ça donne l'éducation aux médias. Alors, on commence à avoir des résultats maintenant. Non, pas seulement dans l'étude de Colette, mais dans d'autres aussi. Alors, ça, pour moi, qui est un novice, mais qui se préoccupe de ça, c'est important. Passons au panel d'après-midi, ou le second panel, je veux dire, qui nous a permis de découvrir des efforts concrets, des nouvelles façons de faire l'éducation des médias, surtout auprès des jeunes. Alors, Anne Guénière, d'abord, nous a fait découvrir son fascinant magazine Le Curieux, destiné aux jeunes et aux adolescents, et peut-être aux moins jeunes aussi. Je pense qu'il y en aurait des choses. Alors, ce projet-là ne fait pas que faire de l'éducation aux médias à travers des chroniques et des balados, par exemple. Il consiste en des ateliers menés auprès d'élèves aussi jeunes que 6 ou 7 ans primaire. On leur apprend à faire du reportage, monter un journal, vérifier des faits, ce qui, selon elle, développe chez ces jeunes ce qu'elle appelle des réflexes citoyens. Et cette notion citoyen, je pense, est centrale à ce qu'on veut faire. Alors, c'est vraiment un mot-clé, je pense, qui devrait guider d'abord notre réflexion. Alors, par exemple, comment, en développant un jugement critique par rapport à l'information qui mène à son tour un sentiment de confiance chez ces jeunes-là. Vraiment un outil de développement aussi, je pense que c'est important. Mais il y a un bémol, elle déplore quand même, par exemple, le manque de budget dans les écoles, une prise de conscience peut-être trop récente sur l'EMI, on aurait peut-être pu y penser plus tôt, et aussi un manque de formation des enseignants, ce qui fait que probablement ce sont des bénévoles ou des mères de famille comme elle, des journalistes, qui créent des programmes qui ont un tel succès dans les écoles. Merci. Blaise Pascal Anzongo, quant à lui, a exposé quand même la difficulté de faire de l'éducation aux médias au Cameroun et en Afrique francophone. Manque de ressources, méfiance de certains enseignants, accès difficile aux écoles, contexte politique aussi compliqué.
Alors, les succès de lui et de son équipe sont d'autant plus impressionnants dans ce contexte-là. Et je pense qu'on doit donner tout notre appui qu'on peut et notre solidarité à ces pionniers en Afrique. Mais il a aussi souligné, je pense, l'importance d'un appui financier d'organisations internationales comme la francophonie, comme la clé de lancer et de maintenir ces programmes. Lova Rabari du Madagascar nous a exposé, quant à elle, des moyens novateurs de faire de l'éducation aux médias, notamment par la plateforme Vao Check, une plateforme de vérification des faits qui regroupe plusieurs journalistes. Ça permet de fédérer les efforts de fact-checking et de les distribuer plus largement. Et on devrait peut-être s'en inspirer ici. Alors, je ne parle pas à vous, je parle à mes collègues patrons de presse, mais c'est une autre histoire. Ce n'est qu'une de plusieurs initiatives qui impliquent des acteurs de l'extérieur du secteur de l'éducation pour faire de l'éducation aux médias chez une population qui dépend grandement de Facebook, on l'a vu, pour s'informer. Elle nous a aussi fait découvrir le terme savoureux de factiviste, que je ne connaissais pas, mais je pense que c'est génial. Je vais m'en servir allègrement et je vous invite à le faire. Pascal Ruffinac, pour sa part, nous amène complètement ailleurs. Il a souligné d'abord l'importance de l'éducation aux médias comme responsabilité de tous les acteurs sociaux, les plateformes, les médias, les éducateurs, les gouvernements. Et ça, c'est un concept qui est quand même en train d'émerger, mais qui est nouveau. Nous, à Reporters sans frontières, ça c'est un autre élément, mais on croit que l'éducation aux médias ou le fact-checking n'est pas suffisant pour combattre la désinformation, qu'il faut aussi faire la promotion du journalisme de qualité. Et pour identifier le journalisme de qualité, il faut des normes objectives, internationales, qui se mesurent, d'où le programme de la Journalism Trust Initiative. Le programme est anglais parce qu'il est mondial. On a maintenant 1800 médias d'information dans le programme, dont Radio-Canada ici, et bientôt la Converse, média que vous connaissez peut-être à Montréal. Et l'idée, c'est on a établi des normes, comme les normes ISO pour l'agriculture biologique, par exemple, pour le journalisme. Et les journalistes font leur propre évaluation à partir d'une grille d'évaluation et peuvent ensuite demander l'accréditation comme média fiable. Alors, ça fait partie d'un bouquet de mesures pour augmenter la qualité de l'information, sa visibilité, sa transmission dans la population. Et je crois que ça peut aussi, comme est la conclusion un petit peu des États généraux de l'information en France, amener une fédération de tous les moyens, de l'éducation aux médias dans les écoles, la promotion du journalisme de qualité, la responsabilisation des plateformes, l'implication des gouvernements de façon responsable aussi en termes de réglementation de certains secteurs, pour justement avoir une masse critique, une force importante pour renverser un petit peu la vapeur de la désinformation en faveur d'une information de qualité. Alors, je crois que c'est une grande révélation, si on veut, de ces États généraux en France et qui peuvent nous inspirer ici aussi beaucoup. Adeline Antrag de l'Université de Montpellier nous a aussi fait découvrir la profession du professeur documentaliste. Je ne connaissais pas, comme pilier d'éducation aux médias. Et vous avez aussi retracé toute l'évolution, l'histoire, enfin, de la relation entre l'éducation aux médias et l'école, si on veut, et le changement de technologie. On est passé de l'apprivoisement de l'informatique au développement d'un esprit critique et de citoyenneté pour les jeunes. On revient à cette notion de citoyenneté. Et je crois que c'est vraiment un vecteur qu'on voit un peu partout et qui est important. Mais comme ailleurs, vous constatez, comme vous dites, que l'éducation aux médias est partout et nulle part, que tout le monde en fait. La pédagogie est très hétérogène. Il faut peut-être faire un peu de ménage dans ce bouquet de professionnels qui s'en occupent. Mais ce que j'ai retenu aussi beaucoup de votre intervention, c'est cette idée de développer une culture de l'information chez les jeunes, dans une logique de développement et d'empowerment en rapport avec l'information, une citoyenneté informationnelle. On revient à cette notion de citoyen informé et responsable. Alors, c'est très fort et comme je dis,
ça transparaît, je crois, comme thème dans plusieurs des interventions. Avec Bruno Lombard du monde diplomatique, on est complètement ailleurs. On est dans vraiment une. Je ne sais pas comment présenter son intervention, mais c'est au moins un moyen original pour faire de l'éducation aux médias, cette pièce de théâtre pour collégiens. Un projet qui consiste d'abord en des ateliers où on explique qu'on fait de l'éducation aux médias un peu plus traditionnelle. Et il demande aux jeunes comment ils s'informent, parle de la désinformation, comment elle est produite, les théories du complot, comment y résister. Et puis on arrive à la pièce de théâtre, en route pour le Pulitzer. Je ne sais pas si ça se rendra à Montréal, mais enfin, si ça sera ici, il faudra y aller. Alors, juste pour rappeler, là, ça met en scène deux reporters qui se trouvent sans moyen de communication pour couvrir une situation. Ils sont forcés de faire un reportage, inventent une histoire qui déclenche un conflit mondial, une parodie de l'information continue, où les experts en studio n'en sont pas et où la publicité est conçue en fonction d'amplifier la controverse du sujet fictif. On est dans la science-fiction, mais avec des bases quand même d'une réalité qu'on connaît tous. Laurence Gaïf de l'École supérieure de journalisme en ligne, de Lille, pardon, nous fait découvrir quant à elle des boîtes d'outils pour évaluer l'éducation aux médias. Ça, j'étais très heureux de ça parce que c'était un des souhaits du dernier colloque, des moyens d'évaluer ce qu'on fait en éducation aux médias. Donc, les programmes, pour rappeler, les programmes de l'EMI de l'université s'adressent non seulement aux étudiants, mais aussi à la population civile, aux adultes, aux gens qui sont à l'extérieur de l'université. Il y a aussi des ateliers pour former des journalistes qui travaillent à l'éducation aux médias, qui peut peut-être aussi être une piste pour nous ici. Et on arrive à cette boîte à outils pour évaluer l'éducation aux médias. Donc, c'est une doctorante de l'Université de Louvain qui est en train de développer cet outil d'évaluation des sessions de formation de l'EMI pour voir leur effet sur les élèves. Donc, une enquête dans 6 collèges, les premiers résultats montrent déjà une augmentation à vouloir consommer de l'information, ainsi qu'une plus grande confiance dans les médias d'information après avoir suivi une session d'éducation aux médias. Et ça, c'est très, très réconfortant. Mais on voit que c'est les débuts, c'est les balbutiements d'une approche qu'il faudra développer. Et ici aussi, pour connaître les effets de nos programmes. Donc, la prochaine étape de ce projet, c'est de développer un guide d'évaluation d'éducation aux médias, un guide en libre accès, c'est important, sa dissémination, pour favoriser le rayonnement aussi, mais un guide qui contient notamment une grille d'analyse sur comment choisir un média d'information à évaluer. Et ça permet aux étudiants ou aux adultes de noter la fiabilité d'un média en question. Donc, on est en train vraiment de systématiser un petit peu ces grilles d'analyse-là. Alors, s'il peut y avoir une plus grande cohérence ou comparaison entre les différentes institutions, différents pays, quoique ce n'est pas facile, on a des réalités différentes, mais je crois que c'est souhaitable. Enfin, Nicolas Pelletier du Collège La Cité et l'Université d'Ottawa a exposé l'importance pour son programme de jumeler une approche à la fois théorique et pratique à l'éducation aux médias. Il a dit avoir vu une différence entre ces étudiants qui ont suivi une éducation aux médias au secondaire et ceux qui n'en ont pas suivi. Un autre indicateur, je pense, du bienfait des programmes. Alors, c'est par la bande, mais c'est important. Il a aussi noté l'importance d'utiliser le vocabulaire des étudiants pour les accrocher, en parlant notamment, par exemple, d'influenceurs, et non seulement de chroniqueurs et de journalistes, de l'importance aussi de cours en déontologie pour baliser le rôle de chacun. Mais je crois qu'il rejoint un peu ce que disait Colette Brun. Il faut vraiment apprivoiser et étudier les nouveaux concepts, les nouveaux acteurs de l'information pour vraiment pouvoir connaître les codes, connaître les cheminements de l'information chez une nouvelle population. Et c'était bien su. Alors, écoutez, en conclusion, comme je disais, le colloque s'était terminé sur le souhait de recherche plus concrète sur les effets des programmes d'éducation aux médias. C'est réussi, c'est bien parti. Le prochain défi, je crois, et là je parle un petit peu pour ma paroisse, non seulement de journaliste, mais de quelqu'un qui travaille à RSF, c'est dans l'esprit du rapport des États généraux de France, cette idée de voir comment peuvent se coordonner les actions des universitaires, des journalistes et les autres acteurs sociaux dans le combat contre la désinformation et de l'éducation aux médias. Si
si vous avez des commentaires sur la fidélité des propos et tout, vous écrire à Patrick. Merci de votre attention et bonne fin d'après-midi.